Bonjour Maëlys. Bonjour Richard et bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui nous allons parler de fracture générationnelle. Donc c'est vrai que nous parlons souvent de cette fracture générationnelle comme d'un conflit classique entre jeunes et anciens, une opposition presque naturelle qui se répéterait à chaque époque. Pourtant ce que nous vivons aujourd'hui semble aller bien au-delà d'un simple écart d'âge. D'un côté les générations précédentes qui ont porté un progressisme qui a déconstruit d'une certaine façon les modèles traditionnels, encouragé l'ouverture et la mondialisation et redéfini des repères sociétaux souvent au nom de l'émancipation et du progrès, en tout cas c'était les valeurs qui étaient évoquées à l'époque, et de l'autre une partie grandissante de la jeunesse qui semble plutôt prendre ses distances avec cet héritage et qui aspire à plus de stabilité, se méfie du relativisme culturel et qui redécouvre l'attachement à la souveraineté, à l'enracinement, voire à des valeurs que l'on croyait dépassées. Mais cette fracture n'est pas uniquement idéologique, elle est aussi économique. Les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent dans une situation paradoxale où on leur demande de financer un modèle dont ils ne sont plus certains de partager les fondements, accès au logement, précarité, retraite et plein de choses. Alors doit-on voir cette rupture comme un rejet pur et simple du monde bâti par leurs aînés ou au contraire comme une tentative de réorienter cet héritage en lui redonnant un sens plus structurant et le sens de la transmission? Eh bien écoutez chers auditeurs, pour en parler aujourd'hui, nous recevons ce matin Hervé Roland, président de la Fondation pour l'école, et Valérie Daubigny, patronne d'émission sur Radio Courtoisie et auteur dernièrement d'un ouvrage intitulé Donner le goût de la lecture aux enfants. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors Hervé Roland, ma première question se tourne vers vous. Vous êtes l'heureux élu pour débuter cet entretien. Pendant longtemps, il est vrai que la jeunesse a incarné le progrès, la rupture avec le passé. En tout cas, je pense que vous êtes issu de cette génération, donc vous pourrez certainement nous en parler comme il le faudra. Et aujourd'hui, elle semble de plus en plus tournée vers la stabilité, l'ordre et la transmission. Assiste-t-on donc à une inversion historique de ces deux générations ? Je crois que le plus simple est de nous rappeler que le XXe siècle a été le siècle d'un mot bien connu, c'est le mot de déconstruction. Nous avons eu la déconstruction philosophique, le grand meneur c'était Derrida, on a eu Deleuze, Michel Foucault, différentes, et cette déconstruction, on l'a eu dans l'art, avec le cubisme, on l'a eu dans le cinéma, avec le nouveau cinéma, on l'a eu dans la peinture, partout. Et je crois que la nouvelle génération, alors ma génération a été complètement victime, si j'ose dire, de cette déconstruction, sans trop s'en rendre compte, puisque ça a été progressif, et ça a été, si j'ose dire, bien fait. Il y avait de Gramsci derrière tout ça, c'était quand même un combat d'abord et avant tout culturel. Et puis, arrive le résultat, c'est que quand on déconstruit, eh bien, plus rien ne va. On parle de transmission, et moi j'aime bien le mot tradition. Pourquoi ? Parce qu'il vient du latin tradere, qui veut dire transmettre. En fait, la transmission, c'est la tradition. Pour simplifier, ce que nous n'avons pas vu, nous, génération d'avant, c'est avant X, ce que nous n'avons pas vu, c'est qu'on coupait les racines. Il fallait bâtir un monde nouveau, etc. Et aujourd'hui, la nouvelle génération se rend compte de tout cela et se dit, mais ça n'est plus possible. Alors, pour ce qui concerne la Fondation pour l'école et les écoles plus généralement, aujourd'hui, on est devant le constat du drame de l'éducation nationale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la nouvelle génération, alors c'est plutôt, on va dire, la génération Y, donc qu'on appelle les milléniaux, pour parler français, sinon je risque le cochon. Les milléniaux disent ça suffit, et nous, ça se traduit très concrètement par ces très nombreuses initiatives de jeunes parents qui ont 30 ans, qui ne veulent pas participer à la déconfiture de l'éducation nationale et qui se lancent dans les écoles libres, vraiment libres, hors contrat, alors sans le sou, puisqu'il n'y a pas un centime ni des collectivités territoriales ni de l'État. Il n'empêche que tous les ans, on a quelque chose comme plus d'une centaine d'écoles qui se créent partout en France. Et ça, c'est, je dirais, le renouveau de la génération qui, pour simplifier, en a assez de la déconstruction. Alors justement, comment se fait-il que dans ces générations qui étaient justement, votre génération à vous, comment se fait-il que les jeunes étaient dans un désir profond de vouloir réinventer le monde, alors que c'était quand même le monde de la modernité, le monde du post-seconde guerre mondiale avec le baby-boom, le plein emploi, l'immobilier pas cher, etc. Aujourd'hui, évidemment, on voit bien que les circonstances sont totalement différentes. Ma génération aujourd'hui, pour acheter une maison, honnêtement, je pense pas que je serai propriétaire avant 40 ans, très honnêtement. Donc bon, ça
pose quand même certaines mesures à vraiment, qui méritent la réflexion. Comment se fait-il que votre génération à vous a voulu finalement tout révolutionner alors que finalement la vie s'offrait comme sur un plateau d'argent? Mais justement, le maître mot, malheureusement, c'est le mot confort. Nous avons vécu dans un incroyable confort. Le premier confort, c'est un confort intellectuel lié au fait qu'on considérait qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe. C'était justement, il y a eu tellement d'horreur pendant la Deuxième Guerre mondiale que c'est terminé. Donc, nous allons vivre dans une époque merveilleuse, une époque où il y a eu une augmentation des biens de consommation absolument considérable. Tout le monde s'est équipé progressivement de tout ce dont on peut imaginer, qui paraissent une banalité aujourd'hui, mais des lave-vaisselle, etc. C'était quelque chose de... et puis, il y avait le côté argent pas cher, immobilier pas cher, travail pas très fatigant, appelons les choses par leur nom. Moi, jeune papa, je rentrais suffisamment tôt pour m'occuper de mes enfants, ce qui aujourd'hui est absolument inconcevable. Je vois mes enfants maintenant vis-à-vis de mes petits-enfants. Ils ont des horaires beaucoup plus chargés. Donc, ce confort intellectuel, matériel et malheureusement moral pour certains, avec la permissivité absolue, fait on a dit, ben, finalement, enfin, ils ont dit, on peut laisser tout partir à volo, c'est pas bien grave, on y arrivera quand même parce qu'on est plus intelligent. Valérie Daubigny, vous qui appartenez, si je ne m'abuse, à la même génération qu'Hervé Roland, est-ce que vous, à votre époque, vous avez un petit peu l'impression que, quand on compare évidemment à la génération d'aujourd'hui, il y avait peut-être un rejet des valeurs qui sont fondamentales aujourd'hui. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un élan de conservatisme chez les jeunes, et on voit, il n'y a rien qu'à voir les scores que fait Jordan Bardella auprès notamment des 18-24 ans. C'est quand même assez stupéfiant, mais d'une bonne manière, entre guillemets. Mais est-ce que selon vous, donc vous qui êtes spécialisé dans la transmission, etc., est-ce que ce désir de transmission était autrefois un petit peu marginalisé, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une rupture totale de ce niveau-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes veulent plus transmettre, ils veulent justement revenir à ce monde là où tout était rose, entre guillemets, de votre temps à vous, alors qu'avant, il y avait un désir profond de déracinement, etc. Enfin, comment vous expliquez, vous, cette transmission qui était bafouée autrefois? En effet, pour toutes les raisons qu'Hervé Roland a indiquées, il y a eu des personnes qui avaient reçu et qui avaient une culture, je vais rester dans ce domaine-là, et qui ont été aux commandes avec une idée de déconstruction qui primait. Voilà, pour toutes les raisons, je n'y reviens pas. Ces personnes-là ont transmis, ont formé, et je le vois dans le monde de l'édition, des déconstruits, hein, mais qui n'ont pas derrière la culture et qui à leur tour maintenant tiennent les manettes. Et moi ça me met profondément en colère parce que je me dis mais cette génération-là qui tenait et qui savait très bien ce qu'elle cassait, eh bien elle a pour le coup il y a une rupture avec quand même des maillons qui sont bien abîmés et qu'il faut restaurer. Moi je trouve que oui nous voyons ces lieux de formation nouveaux, les écoles dont parle Hervé Roland avec la Fondation pour l'école, des éditeurs de mon côté, je vois des éditeurs qui prennent des risques et qui veulent promouvoir de belles plumes qui sont loin de l'idéologie mais qui mettent en avant le talent. Mais je pense néanmoins que les lieux de transmission restent très abîmés. Quand on dit par exemple la famille, lieu, refuge, on fait des sondages, l'un tombe là pour le forum Viva, un sondage Ipsos Viva. Oui, la famille refuge, mais on fait quoi pour tenir le refuge en bonne santé, hein? Est-ce que les portes, le toit de ce refuge ne sont-elles pas complètement altérées? Vous voyez, moi je pense qu'il faut pas non plus chanter trop vite victoire. Il y a une soif, elle a besoin d'être comblée. Mais attention, j'ai envie de parler des corps intermédiaires. Tout ce qui est association, même syndicats, partis politiques, tout ce qui fait le tissu, eh bien ça c'est très abîmé.
très abîmés parce que ce sont aussi des lieux de transmission qui sont altérés dans la transmission. Je vois autour de moi énormément d'associations. On a du mal à donner la direction d'une association à des gens nouveaux. Ils s'engagent pour peu de temps, pas trop. Ils préservent leur confort, le mot employé par Hervé Roland. Et ça, pourquoi? La cause profonde pourrait bien être un manque de lien, de transcendance. Aujourd'hui, on est tout de même tous touchés par l'idée que nous sommes sur cette terre pour un temps limité. Nous allons l'habiter confortablement pour ce temps limité. Et puis, et ça, on le voit dans la transmission des biens. Je trouve que c'est intéressant de regarder ça. Regardez comme on ne transmet plus les bibliothèques, les livres. Hein, nous aimons les récupérer. Voilà, mais rupture de ce côté-là. Les meubles, mais allez à Drouot, vous verrez combien se vendent les commodes de grand-maman, hein, dans lesquelles parfois il y a encore le chapelet dans le tiroir du haut. Hein. Donc ça en dit long. Les entreprises, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui fiscalement pour qu'on puisse transmettre nos maisons, nos biens, nos entreprises? Vous voyez, ça, je pense que c'est très révélateur et c'est là qu'il faut travailler, mais on y travaillera collectivement quand on aura retrouvé une certaine transcendance. Lorsque je ne serai plus là, cela sera encore là, et pour d'autres. Et est-ce que selon vous, Valérie Daubigny, finalement, on peut parler d'une génération sacrifiée? Une génération sacrifiée, oui, je le vois dans ce que ce dont on les a privés. Oui, sacrifiés. Mais cette génération, elle a l'énergie, elle a la soif. Heureusement que cette soif, elle a, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait détruit. Et parfois, cette soif conduit à des initiatives extraordinaires. Donc, elle a été sacrifiée. Et je trouve que c'est un émerveillement de voir tous les canaux qui sont revivifiés de manière très naturelle, très, très simple, très populaire. L'Église est malade, elle a cessé d'être un lieu de transmission, et pour autant, elle l'est aujourd'hui par des canaux très populaires. Les pèlerinages locaux, les saints locaux, des oratoires qui sont à nouveau entretenus, et par des gens qui vont pas forcément à la messe tous les dimanches, c'est aussi un patrimoine. Donc sacrifiée, mais pas morte du tout. Oui, effectivement, pas mort du tout. Heureusement, sinon on ne serait plus là. Mais selon vous, Hervé Roland, justement, pour parler pour rebondir sur ce que Valérie Daubigny dit, donc notamment d'un aspect religieux, il est vrai que les jeunes, de plus en plus, croient en Dieu. Il y a un regain de foi qui est quand même assez stupéfiant, mais d'une certaine façon, de la bonne façon, encore une fois, assez prometteur plutôt. Notamment, on le voit hein, avec la messe pour le mercredi des cendres, les églises étaient pleines à craquer. Enfin, c'était franchement incroyable à voir ce regain de foi. Est-ce que vous, notamment dans les modèles de l'école, par exemple, vous voyez ces jeunes qui sont très jeunes, mais qui ont cette notion entre guillemets de la tradition, de l'enracinement? Est-ce que vous avez vu au cours de votre carrière une certaine différence d'évolution, une certaine différence d'image entre guillemets que les jeunes pouvaient avoir, donc pour des sujets qui sont quand même assez houleux d'une certaine façon, donc la religion, l'identité, etc. Est-ce que vous voyez vraiment, vous, de vos propres yeux, ces notions qui changent de regard? Alors oui, et pour une raison simple, c'est que pour nous, ma génération, c'était une évidence. Des choses qu'on n'a pas dit, mais qu'on n'a pas dites, c'est que nous avions une culture partagée. Tout le monde, même les fils de communistes, moi j'en avais dans mon école et dans mon lycée, soit en passant, moi j'ai fait que l'école publique. Tout le monde était au même niveau. Je donne un exemple. Moi, j'ai eu des fonctions importantes dans une entreprise de direction générale. Et un jour, un total, on faisait une somme et on arrive à 1515. Et je dis, ah tiens, 1515, Marignan. Et quelqu'un de très diplômé dit, ça veut dire quoi Marignan? Et là, je me suis dit, oulala, ce que j'appelle la culture partagée a disparu.
Et c'était, pour pas donner notre pot, quelqu'un qui avait un diplôme de supélec, vous voyez, central supélec, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui a traversé tout le système scolaire français sans avoir jamais réussi à tomber sur une information sur la bataille de Marignan. Et c'est ce que j'appelle la culture partagée. Cette culture partagée, elle ne l'est plus. Et comme l'a très bien dit Valérie, en fait, tout est horizontalisé. Il n'y a plus cette notion verticale. Il y a d'ailleurs plus de verticalité aussi dans la lecture. Elle l'a dit. Il y a cette espèce de zapping permanent. On lit 300 mots ou 300 caractères, SMS ou TikTok ou ce que vous voulez, mais personne n'approfondit, c'est-à-dire lire un livre, et on sait que le livre nous permet d'apprendre de manière complètement différente de cette espèce de survol permanent dans lequel on est. Donc la société, elle est horizontale. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle génération? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, comme on a essayé de couper les racines, vous savez, un arbre dont on coupe les racines, il se porte pas bien. Le tronc commence à aller mal. Et alors, je vais être très méchant et très direct. Quand j'entends certaines personnes, puisqu'on parle de l'Église, dire que, en gros, je simplifie à l'extrême, l'Église catholique a commencé avec Vatican II, je suis tout petit peu inquiet des quelques 2000 ans qui ont précédé, qui semblent avoir été oubliés par certains. Mais il y a encore mieux, il y a quelques semaines, à Rome, une grande réunion où une grande religieuse française qui a des forte responsabilité désormais, qui dit il y aura un avant-synode et un après-synode. Alors là, je suis encore plus inquiet, parce que ça, c'est toujours cette logique, on coupe les racines, on oublie le passé, et qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle génération? Elle dit, attendez, moi j'ai besoin de retrouver mes racines, j'ai besoin d'approfondir, de verticaliser. Alors ça ira aussi dans l'aspect transcendance, et effectivement, même si les gens sont plus en point d'interrogation, euh, parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils savent pas, euh, je me rappelle de cet autostoppeur qui racontait, c'était assez amusant, il va au Puy-en-Velay. Et il est emmené par un couple sympathique qui disent ah ben nous on aime beaucoup la Sainte Vierge, et arrivé au Puy-en-Velay il y a une immense statue de la Vierge à l'enfant, et, et cet autostoppeur dit ah ben là vous avez la Vierge à l'enfant, et là la dame se retourne vers le mari en disant c'est qui le bébé dans les bras de la Vierge? Oui. Et voilà. Et là, on a une synthèse des problèmes à régler, si je puis dire. Ce sont des gens qui aiment beaucoup la Sainte Vierge dont je parle, hein. Probablement ceux qui vont remplir les églises au mercredi des cendres et préparer les baptêmes. Et c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un petit fossé à combler. Parce que, à l'évidence, ce que j'ai appelé la culture partagée ben, ne l'est plus ou ne l'était plus. En tout cas, les boomers dont je fais partie ne l'ont pas fait partager aux zoomers, comme on dit aujourd'hui. Chers auditeurs, nous sommes avec Hervé Roland et Valérie Daubigny pour parler de fracture générationnelle. Et dans un instant, donc à 9h07 exactement, vous pourrez entendre la chronique de Louis-Xavier Durieux et Xavier Aimant, qui sera notre partenaire d'addition du jour. Alors Hervé Roland, donc pour parler concrètement, justement vous parlez de rupture, de cassure entre ces deux générations. Est-ce que cette cassure finalement est un petit peu le fer de lance de cette baisse de niveau drastique en français notamment de tous ces jeunes qui aujourd'hui s'expriment avec de l'argot en permanence. Enfin bon, ça c'est certainement pour d'autres raisons que vous pouvez deviner, mais il y a une baisse de niveau drastique. Et est-ce que selon vous cette cassure y est pour beaucoup? Alors, la réponse était évidemment oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu, dans cette opération de déconstruction que j'évoquais, il y a eu un élément fondamental dans l'école, c'est ce qu'on appelait les pédagogistes, qui ont dit le centre de l'école, c'est l'élève. Or, depuis quelques siècles, tout le monde sait que le centre de l'école, c'est le savoir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Gabriel Attal, qui n'est pas complètement idiot, a parlé de choc des savoirs. Et que c'était une bonne opération, il faut le dire très clairement, et surtout que c'était le français et les mathématiques. Je voudrais faire un petit rappel, chiffre de la DEP, donc la direction d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale. Un peu plus de 50% des élèves en 6e ne peuvent pas répondre à la question « Combien y a-t-il de quarts dans 3 quarts ?» C'est dit sans ironie. Ils ne peuvent pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que les fractions qui sont au programme de CM1 ne sont pas enseignées. Et il y a eu une petite
stupidité de la dénommée Najat Vallaud-Belkacem quand elle était ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'elle a fait un tronc commun CM1, CM2, 6e. Sous-entendu, tout ce qui n'aura pas été appris en primaire et qui doit absolument l'être, on essaiera de se rattraper en 6e, ce qui est une catastrophe. Et bien évidemment, il faut que le programme de CM1 soit fait en CM1, etc. Or, ça ne l'est pas pour aussi une raison un peu terrible, c'est le niveau des enseignants. Dans l'Académie de Créteil, cette année, on a accepté jusqu'à 4,6 sur 20 pour devenir instituteur, institutrice à l'Académie de Créteil. Donc, d'habitude, on ne prend pas en dessous de 10 sur 20. Là, on est à 4,6. C'est n'importe quoi. Et donc, oui, évidemment, comme il n'y a pas eu la transmission du savoir, mais des savoirs de base, autre anecdote qui m'est arrivée professionnellement, et là aussi, diplômé d'une grande école de commerce, j'expliquais dans un courrier que nous étions censés faire quelque chose. Et la personne, très sympathique, me dit « Hervé, censé s'écrit avec un S ». Je marque une pause, je dis ou en l'occurrence, c'est écrit avec un C. Et la personne, gentiment, insiste « Non, je t'assure, Hervé, que ça s'écrit avec un S ». Et là, je me dis, cette personne, diplômée d'une grande école de commerce, je n'ose pas la citer, mais vous voyez, du côté de Jouy-en-Josas, cette personne ne savait pas qu'il y avait 2 mots dans la langue française. Je ne suis pas en train de parler des gens que les anglo-saxons appellent les left behind, c'est ceux qui sont les pauvres, qui ont, ou les nets, vous savez, ceux qui n'ont aucun diplôme. Je vous parle des gens qui sont les plus diplômés en France. Ne savent pas ce que ça veut dire Marignan, ne savent pas qu'il y a 2 mots pour dire censé. Donc on en est à ce niveau-là. Donc oui, à partir du moment où la culture commune, où le langage commun, où le vocabulaire n'est pas partagé, eh bien, de facto, il y a fracture, je dirais avec un S à fracture, parce qu'il reste toujours quand même ce que Bourdieu appelait les héritiers, c'est-à-dire ceux qui, parce que pour des raisons sociologiques, familiales, financières, ils ont tous les moyens, ils visitent, ils voyagent, ça va. Il y a toujours ce petit groupe, mais c'est un petit groupe. Et puis il y a les différents, sans parler de ceux qui sont des Français récents, pour rester poli. Et lycée de Bobigny, il y a 62 nationalités. Non, pardon, il y a une seule nationalité, ils sont tous français. Mais avec 62 nationalités d'origine. Vous imaginez, j'y ai passé un certain temps, vous imaginez la difficulté pour les enseignants, par ailleurs, puisque le français n'est pas la langue parlée à la maison. Effectivement, puis multiculturalisme pour trouver une seule et même culture, ça me paraît assez compliqué. Mais justement, l'éducation alternative, qui incarne par exemple votre fondation pour l'école, pour vous, est-ce que c'est justement la meilleure façon de renouer avec cette culture commune qui visiblement et manifestement fondamentale? Alors la réponse est oui, pour une raison fort simple, c'est que les écoles libres ont le choix de leur programme, de leurs méthodes, de leurs enseignants, et que, chose absolument inouïe, là vous n'allez pas vous en remettre, le chef d'établissement est un chef. Ça paraît incroyable. Et c'est des choses tout à fait stupéfiantes. Alors il n'y a qu'une seule chose à respecter, ce qu'on appelle le socle commun des connaissances, qui est vérifié régulièrement, et on s'aperçoit très vite que les enfants sortis de ces écoles sont particulièrement bien notés, parce que les connaissances sont partagées. On revient à des éducations, à la fois à l'éducation traditionnelle et à des innovations pédagogiques absolument extraordinaires. Même les personnes du ministère qui savent très bien ce que nous faisons nous félicitent en disant « c'est merveilleux ce que vous faites, continuez ». Alors évidemment, ils ne le diront pas en public sur BFM, mais encore moins sur France Info, mais ils sont tout à fait conscients que nous faisons nous restons modestes, mais que les parents, les créateurs, les directeurs font un travail absolument remarquable pour réapprendre et innover. Alors bien sûr, c'est pas la peine de faire du tout écran. C'est intéressant d'ailleurs, la Suède, qui a été le pays le plus en avance, vous savez, en 2012, c'était tout écran. La Suède a abandonné l'écran l'année dernière, complètement. Il n'y a plus que des livres et interdiction d'apporter des écrans à l'école. Ça devrait faire réfléchir quand même beaucoup de personnes. Donc, les écoles dont nous occupons, il y en a quand même 2750 aujourd'hui, sont en train effectivement de rebâtir une tradition, une culture, mais on parle aussi de la méthode Singapour en mathématiques, on parle de choses parfaitement modernes, parce qu'il n'y a aucune raison non plus, il ne s'agit pas d'être passéiste. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour les enfants. Je vous donner juste une petite statistique intéressante. Il y a à peu près 4000 bacheliers des lycées donc hors contrat, des lycées libres, tous les ans. Eh bien, 24% l'année dernière sont rentrés en classe préparatoire aux grandes écoles. Le chiffre français, c'est 4,6%. Et 10% sont rentrés en médecine. Alors, je sais pas, on a une future génération de médecins, je ne sais pas pourquoi, mais quand vous comparez ces chiffres avec ceux de l'éducation nationale, c'est un désastre pour l'éducation nationale.
Effectivement, Valérie Daubigné, je rebondis sur ce que Hervé Roland vient de dire. Il a évoqué le cas de la Suède, donc la Suède qui apparemment supprime les écrans et promeut les livres. Est-ce que selon vous, justement, c'est la meilleure façon pour redonner le goût de l'école, puisque bon, vous penchez plutôt sur le côté de la lecture, redonner le goût de la lecture aux enfants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes traînent de plus en plus des pieds pour aller à l'école. Enfin, il n'y a pas le même engouement que certainement avant, en tout cas. Mais est-ce que selon vous, revenir un petit peu à la source, revenir au papier, au crayon, c'est la meilleure façon déjà d'apprendre les fondamentaux aux très jeunes enfants et donc redonner ce goût de l'apprentissage aux enfants et arrêter avec les lubies numériques, etc., qui visiblement empoisonnent un petit peu l'apprentissage. Mais bien sûr, et on envie les Suédois qui ont ce pragmatisme que nous perdons par l'idéologie qui prime toujours dans les choix. Combien de temps faudra-t-il et combien de statistiques désastreuses faudra-t-il avoir avalées avant de prendre cette décision de s'en remettre à ce que nous disent les neurosciences? C'est que le papier, le crayon pour écrire ont une fonction beaucoup plus forte pour une mémorisation durable et pour la mise en perspective. C'est comme ça que le cerveau travaille, il compare, il classe, et ça, on le fait en écrivant. Ça, c'est tout à fait intéressant. Je pense qu'ici, en France, il ne faut pas non plus caricaturer, beaucoup de personnes se rendent compte de cela, le savent, tentent de revenir en arrière. Mais nous sommes aussi très englués, et ça je l'ai vu en siégeant dans certaines instances ou en assistant à des débats. Il y a à peu près une petite dizaine d'années, vous voyez, c'était le moment où on était dans le tout numérique. C'était un peu la pensée magique. On pensait que mettre des écrans entre les mains des enfants allait sauver l'école. Et y compris chez des personnes qui auraient pu avoir des doutes là-dessus. Eh bien, il n'y avait pas ce recul, il n'y avait pas cette analyse déjà. Simplement cette question que faisons-nous? Que disent les neurosciences au sujet de l'apprentissage numérique, par le numérique? Dans les instances politiques qui votaient les crédits pour l'école, je n'ai jamais entendu personne, et surtout pas les quinquagénaires qui siégeaient là, conseil départemental, etc. Vous voyez les gens bien installés, personne n'ouvrait la bouche par peur de passer pour de vieux réacs. Vous voyez, ça, on le paye, on l'a bien payé. Nos enfants l'ont bien payé. Aujourd'hui, on voit tout de même un usage du numérique dans certaines écoles avec recul, avec intelligence. J'en parlais encore hier avec des parents qui comparent les écoles et qui me disent dans certaines écoles, oui, le manuel peut être numérique, mais on n'y fait rien d'autre. Ce que l'on voit en revanche, c'est que de toute façon, on n'y coupe pas, que ce soit pour lire les notes, voir le cahier de texte, etc. On vous renvoie toujours au numérique. Et donc les parents qui se battent pour ne pas donner de smartphone, pour essayer de mettre des livres entre les mains de leurs enfants, se trouvent tout le temps en heurt avec l'école. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles ils se tournent de plus en plus vers les écoles hors contrat, notamment soutenues par la Fondation pour l'école, parce qu'en fait, ils ont envie de retrouver même cette liberté du livre. Mais souvenons-nous de tous nos manuels. Vous recevez le manuel en début d'année et vous l'explorez, etc. Bon, après, il est vrai qu'il reste parfois au fond du cartable. Mais néanmoins, il y a cette curiosité, cette entrée avec curiosité par le livre. Ce que j'observe, pour rebondir sur vos précédents échanges, c'est que oui, cette génération sacrifiée qui n'a peut-être pas reçu en contenu ou en connaissance de l'histoire de son pays, par exemple, pour rebondir sur Marignan, voilà. Eh bien, je vois beaucoup de parents qui à l'occasion des apprentissages de leurs enfants, se mettent eux aussi un peu à l'école et tirent des fils. Et ça, c'est intéressant. Et là, pour le coup, pour rebondir sur l'idée de ce qui pourrait être intergénérationnel aujourd'hui, eh bien, je le vois
bien illustré dans ce domaine-là, des parents qui se rendent compte de leur manque et qui le comblent avec leurs enfants. Je suis pas en train d'idéaliser, on le voit aussi pour la transmission de la foi. Parce que les parents qui envoient leurs enfants mollement au catéchisme ou qui cherchent un support dans des domaines plus psychologiques, mais qui commencent à s'apparenter aux vertus. Vous voyez, la jalousie, toutes ces questions, tous les psys. Hein, eh bien, on voit beaucoup de parents lorsqu'ils ont un besoin dans ce domaine-là, ils se tournent vers, par exemple, la littérature catholique, et ils entrent par là. Merci beaucoup Valérie. Désolée, on n'a plus le temps du tout. Merci beaucoup d'être venu à notre antenne, Hervé Roland et Valérie Daubigny. Hervé Roland, je rappelle que vous êtes président de la Fondation pour l'école et Valérie Daubigny, vous êtes patron d'émission chez Radio Courtoisie et auteur du livre Donner le goût de la lecture aux enfants. Merci à tous les deux et à très vite.